Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre, Les Possédés. Par Fiodor Dostoïevski. À Pouchkine. Or, il y avait là un grand troupeau de pourceaux qui paissaient sur la montagne, et les démons le priaient, qu'il leur permît d'entrer dans ces pourceaux, et il le leur permit. Les démons, étant donc sortis de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita de ce lieu escarpé dans le lac, et fut noyé. Et ceux qui les paissaient, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et le racontèrent dans la ville et à la campagne. Alors les gens sortirent pour voir ce qui s'était passé, et étant venus vers Jésus, ils trouvèrent l'homme duquel les démons étaient sortis, assis aux pieds de Jésus, habillé et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Et ceux qui avaient vu ces choses, leur racontèrent comment le démoniaque avait été délivré. Évangile selon saint Luc, ch. Vie 32 à 27. Première partie. Chapitre 1, en guise d'introduction, quelques détails biographiques concernant le très honorable Stepan Trofimovitch Verkovensky. 1. Pour raconter les événements si étranges survenus dernièrement dans notre ville, je suis obligé de remonter un peu plus haut et de donner au préalable quelques renseignements biographiques sur une personnalité distinguée, le très honorable Stepan Trofimovitch Verkovensky. Ces détails serviront d'introduction à la chronique que je me propose d'écrire. Je le dirai franchement, Stepan Trofimovitch a toujours tenu parmi nous, si l'on peut ainsi parler, l'emploi de citoyen. Il aimait ce rôle à la passion. Je crois même qu'il serait mort plutôt que d'y renoncer. Ce n'est pas que je l'assimile à un comédien de profession. Dieu m'en préserve. D'autant plus que personnellement, je l'estime. Tout dans son cas, pouvait être l'effet de l'habitude, ou mieux, d'une noble tendance qui, dès ses premières années, avait constamment poussé à rêver une belle situation civique. Par exemple, sa position de persécuté, et des exilés, lui plaisait au plus haut point. Le prestige classique de ces deux petits mots l'avait séduit une fois pour toutes. En se les appliquant, il se grandissait à ses propres yeux, si bien qu'il finit à la longue par se hisser sur une sorte de piédestal fort agréable à la vanité. Je crois bien que, vers la fin, tout le monde l'avait oublié, mais il y aurait injustice à dire qu'il fut toujours inconnu. Les hommes de la dernière génération entendirent parler de lui comme d'un des coryphées du libéralisme. Durant un moment, une toute petite minute, son nom eut dans certains milieux à peu près le même retentissement que ceux de Tchaadaïev, de Bielinski, de Granovski et de Herzen qui débutaient alors à l'étranger. Malheureusement, à peine commencée, la carrière active de Stepan Trofimovitch s'interrompit, brisée qu'elle fut, disait-il par le tourbillon des circonstances. À cet égard, il se trompait. Ces jours-ci seulement j'ai appris avec une extrême surprise, mais force m'a été de me rendre à l'évidence que, loin d'être en exil dans notre province, comme chacun le pensait chez nous, Stepan Trofimovitch n'avait même jamais été sous la surveillance de la police. Ce que c'est pourtant que la puissance de l'imagination. Lui-même crut toute sa vie qu'on avait peur de lui en haut lieu, que tous ses pas étaient comptés, toutes ses démarches épiées, et que tout nouveau gouverneur envoyé dans notre province arrivait de Pétersbourg, avec des instructions précises concernant sa personne. Si l'on avait démontré clair comme le jour au très honorable Stepan Trofimovitch qu'il n'avait absolument rien à craindre, il en aurait été blessé à coup sûr. Et cependant, c'était un homme fort intelligent. Revenu de l'étranger, il occupa brillamment vers 1850 une chaire de l'enseignement supérieur, mais il ne fit que quelques leçons, sur les Arabes, si je ne me trompe. De plus, il soutint avec éclat une thèse sur l'importance civique et hanséatique qu'aurait pu avoir la petite ville allemande de Hanau, dans la période comprise entre les années 1413 et 1428, et sur les causes obscures qui l'avaient empêché d'acquérir ladite importance.
Cette dissertation était remplie de traits piquants à l'adresse des slavophiles d'alors. Aussi devint-il du coup leur bête noire. Plus tard, ce fut du reste, après sa destitution, et pour montrer quel homme l'université avait perdu en lui, il fit paraître, dans une revue mensuelle et progressiste, le commencement d'une étude très savante sur les causes de l'extraordinaire noblesse morale de certains chevaliers à certaine époque. On a dit depuis que la suite de cette publication avait été interdite par la censure. C'est bien possible, vu l'arbitraire effréné qui régnait en ce temps-là. Mais dans l'espèce, le plus probable est que seule la paresse de l'auteur l'empêcha de finir son travail. Quant à ses leçons sur les Arabes, voici l'incident qui y mit un terme. Une lettre compromettante, écrite par Stepan Trofimovitch à un de ses amis, tomba entre les mains d'un tiers, un rétrograde sans doute. Celui-ci s'empressa de la communiquer à l'autorité, et l'imprudent professeur fut invité à fournir des explications. Sur ces entrefaites, justement, on saisit à Moscou, chez 2 ou 3 étudiants, quelques copies d'un poème que Stepan Trofimovitch avait écrit à Berlin 6 ans auparavant, c'est-à-dire au temps de sa première jeunesse. En ce moment même, j'ai sur ma table l'œuvre en question. Pas plus tard que l'an dernier, Stepan Trofimovitch m'en a donné un exemplaire autographe, orné d'une dédicace, et magnifiquement relié en maroquin rouge. Ce poème n'est pas dépourvu de mérite littéraire, mais il me serait difficile d'en raconter le sujet, attendu que je n'y comprends rien. C'est une allégorie dont la forme lyrico-dramatique rappelle la seconde partie de Faust. L'an passé, je proposais à Stepan Trofimovitch de publier cette production de sa jeunesse, en lui faisant observer qu'elle avait perdu tout caractère dangereux. Il refusa avec un mécontentement visible. L'idée que son poème était complètement inoffensif lui avait déplu, et c'est même à cela que j'attribue la froideur qu'il me témoigna pendant 2 mois. Eh bien, cet ouvrage qu'il n'avait pas voulu me laisser publier ici, on l'inséra peu après dans un recueil révolutionnaire édité à l'étranger, et naturellement, sans en demander la permission à l'auteur. Cette nouvelle inquiéta d'abord Stepan Trofimovitch. Il courut chez le gouverneur et écrivit à Pétersbourg une très noble lettre justificative qu'il me lut 2 fois, mais qu'il n'envoya point, faute de savoir à qui l'adresser. Bref, durant tout un mois, il fut en proie à une vive agitation. J'ai néanmoins la conviction que, dans l'intime de son être, il était profondément flatté. Il avait réussi à se procurer un exemplaire du recueil, et ce volume ne le quittait pas, du moins, la nuit. Pendant le jour, Stepan Trofimovitch le cachait sous un matelas, et il défendait même à sa servante de refaire son lit. Quoiqu'il s'attendît d'instant en instant à voir arriver un télégramme, l'amour-propre satisfait perçait, dans toute sa manière d'être. Aucun télégramme ne vint. Alors il se réconcilia avec moi, ce qui atteste l'extraordinaire bonté de son cœur doux et sans rancune. 2. Je ne nie absolument pas son martyre. Seulement je suis convaincu aujourd'hui qu'il aurait pu, en donnant les explications nécessaires, continuer tout à son aise ses leçons sur les Arabes. Mais l'ambition de jouer un rôle le tenta, et il mit un empressement particulier à se persuader, une fois pour toutes, que sa carrière était désormais brisée par le tourbillon des circonstances. Au fond, la vraie raison pour laquelle il abandonna l'enseignement public fut une proposition que lui fit à 2 reprises et en termes fort délicats Barbara Petrovna, femme du lieutenant-général Stavrogin. Cette dame, puissamment riche, pria Stepan Trofimovitch de vouloir bien diriger en qualité de haut pédagogue et d'ami le développement intellectuel de son fils unique. Inutile de dire qu'à cette place étaient attachés de brillants honoraires. Quand il reçut pour la première fois ses ouvertures, Stepan Trofimovitch était encore à Berlin, et venait justement de perdre sa première femme. Celle-ci était une demoiselle de notre province, jolie, mais fort légère, qu'il avait épousée avec l'irréflexion de la jeunesse. L'insuffisance de ressources pour subvenir aux besoins du ménage,
et d'autres causes d'une nature plus intime, rendirent cette union très malheureuse. Les deux conjoints se séparèrent, et 3 ans après, Madame Verkovensky mourut à Paris, laissant à son époux un fils de 5 ans, fruit d'un premier amour joyeux et sans nuage encore, comme s'exprimait un jour devant moi Stepan Trofimovitch. On se hâta d'expédier le baby en Russie, où il fut élevé par des tantes, dans un coin perdu du pays. Cette fois Verkovensky déclina les offres de Barbara Petrovna, et, moins d'1 an après avoir enterré sa première femme, il épousa en secondes noces une taciturne Allemande de Berlin. D'ailleurs, un autre motif encore le décida à refuser l'emploi de précepteur. La renommée d'un professeur très célèbre alors l'empêchait de dormir, et il aspirait à entrer au plus tôt en possession d'une chaire, d'où il put, lui aussi, prendre son vol vers la gloire. Et voilà que maintenant ses ailes étaient coupées. À ce déboire, s'ajouta la mort prématurée de sa seconde femme. Il n'avait plus alors aucune raison pour se dérober aux insistances de Barbara Petrovna, d'autant plus que cette dame lui portait des sentiments vraiment affectueux. Disons-le franchement, Barbara Petrovna lui ouvrait les bras, il s'y précipita. Qu'on n'aille point toutefois donner à mes paroles un sens bien éloigné de ma pensée. Pendant les 20 ans que dura la liaison de ces deux êtres si remarquables, ils ne furent unis que par le lien le plus fin et le plus délicat. D'autres considérations encore agirent sur l'esprit de Stepan Trofimovitch, pour lui faire accepter la place de précepteur. D'abord, le très petit bien laissé par sa première femme était situé tout à côté du superbe domaine de Skvorechniki, que les Stavrogin possédaient aux environs de notre ville. Et puis, dans le silence du cabinet, n'ayant pas à compter avec les 1000 assujettissements de l'existence universitaire, il pourrait toujours se consacrer à la science, enrichir de profondes recherches la littérature nationale. S'il ne réalisa pas cette partie de son programme, par contre, il put, pendant tout le reste de sa vie, être, selon l'expression du poète, le reproche incarné. Cette attitude, Stepan Trofimovitch la conservait même au club, en s'asseyant devant une table de jeu. Il était à peindre, alors. Toute sa personne semblait dire « Eh bien oui, je joue aux cartes. » À qui la faute? Qui est-ce qui m'a réduit à cela? Qui est-ce qui a brisé ma carrière? Allons, périsse la Russie. Et noblement, il coupait avec du cœur. La vérité, c'est qu'il adorait le tapis vert. Dans les derniers temps surtout, cette passion lui attira fréquemment des scènes désagréables avec Barbara Petrovna, d'autant plus qu'il perdait toujours. Du reste, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Je remarquerai seulement ici que Stepan Trofimovitch avait de la conscience, du moins quelquefois. Aussi était-il souvent triste. 3 ou 4 fois par an il lui prenait des accès de chagrin civique, c'est-à-dire tout bonnement d'hypocondrie. Cependant nous usions entre nous de la première dénomination, qui plaisait davantage à la générale Stavrogin plus tard. Outre cela, il s'adonna aussi au champagne. Toutefois Barbara Petrovna sut toujours le préserver des inclinations vers tout penchant trivial. Assurément, il avait besoin d'une tutelle, car il était parfois très étrange. Au milieu de la plus noble tristesse, il se mettait tout à coup à rire de la façon la plus vulgaire. À de certains moments, il s'exprimait sur son propre compte en termes humoristiques, ce qui contrariait vivement Barbara Petrovna, femme imbue des traditions classiques, et constamment guidée dans son mécénatisme par des vues d'ordre supérieur. Cette grande dame eut durant 20 ans une influence capitale sur son pauvre ami. Il faudrait parler un peu d'elle, c'est ce que je vais faire. 3. Il y a des amitiés bizarres. Deux amis voudraient presque s'entre-dévorer, et ils passent toute leur vie ainsi, sans pouvoir se séparer l'un de l'autre. Bien plus, celui des deux qui romprait la chaîne en deviendrait malade tout le premier, et peut-être en mourrait. Plus d'une fois, et souvent à la suite d'un entretien intime avec Barbara Petrovna, Stepan Trofimovitch, bondissant de dessus son divan, se mit à frapper le mur à coups de poing. Je n'exagère rien.
Un jour même, dans un de ses transports furieux, il déplâtra la muraille. On me demandera peut-être comment un semblable détail est parvenu à ma connaissance. Je pourrais répondre que la chose s'est passée sous mes yeux. Je pourrais dire que nombre de fois, Stepan Trofimovitch a sangloté sur mon épaule, tandis qu'avec de vives couleurs il me peignait tous les dessous de son existence. Mais voici ce qui arrivait d'ordinaire après ces sanglots. Le lendemain, il se fût volontiers crucifié de ses propres mains pour expier son ingratitude. Il se hâtait de me faire appeler, ou accourait lui-même chez moi, à seule fin de m'apprendre que Barbara Petrovna était un ange d'honneur et de délicatesse, et lui tout opposé. Non content de verser ses confidences dans mon sein, il en faisait part à l'intéressée elle-même, et ce dans des épîtres fort éloquentes signées de son nom en toutes lettres. Pas plus tard qu'hier, confessait-il, j'ai raconté à un étranger que vous me gardiez par vanité, que vous étiez jalouse de mon savoir et de mes talents, que vous me haïssiez, mais que vous n'osiez manifester ouvertement cette haine, de peur d'être quitté par moi, ce qui nuirait à votre réputation littéraire. En conséquence, je me méprise, et j'ai résolu de me donner la mort. J'attends de vous un dernier mot qui décidera de tout, etc., etc. On peut se figurer, d'après cela, où en arrivait parfois dans ses accès de nervosisme, ce quinquagénaire d'une innocence enfantine. Je lus moi-même un jour une de ses lettres. Il l'avait écrite à la suite d'une querelle fort vive, quoique née d'une cause futile. Je fus épouvanté, et je le conjurai de ne pas envoyer ce pli. Il le faut, c'est plus honnête, c'est un devoir, je mourrai. Si je ne lui avoue pas tout, répondit-il avec exaltation, et il resta sourd à toutes mes instances. La différence entre Barbara Petrovna et lui, c'est que la générale n'aurait jamais envoyé une pareille lettre. Il est vrai que Stepan Trofimovitch aimait passionnément à noircir du papier. Alors qu'elle et lui habitaient la même maison, il lui écrivait jusqu'à 2 fois par jour dans ses crises nerveuses. Je sais de bonnes sources qu'elle lisait toujours ses lettres avec la plus grande attention, même quand elle en recevait 2 en 24 heures. Ensuite, elle les serrait dans une cassette spéciale. De plus, elle en prenait note dans sa mémoire. Puis, après avoir laissé son ami sans réponse pendant tout un jour, lorsque Barbara Petrovna le revoyait, elle lui montrait le visage le plus tranquille, comme s'il ne s'était rien passé de particulier entre eux. Peu à peu, elle le dressa si bien, que lui-même n'osait plus parler de l'incident de la veille, il se bornait à la regarder furtivement dans les yeux. Mais elle n'oubliait rien, tandis que Stepan Trofimovitch, rassuré par le calme de la générale, oubliait parfois trop vite. Souvent, le même jour, s'il arrivait des amis et qu'on but du champagne, il riait, folâtrait comme un écolier. Quel regard venimeux elle dardait probablement sur lui, dans ces moments-là. Et il ne s'en apercevait pas. Au bout de 8 jours, d'1 mois, de 6 mois, elle lui rappelait à brûle-pourpoint telle expression de telle lettre, puis la lettre tout entière, avec toutes les circonstances. Aussitôt il rougissait de honte, et son trouble se traduisait ordinairement par une légère attaque de colérine. En effet, Barbara Petrovna se prenait très souvent à le haïr. Mais chose qu'il ne remarqua jamais, elle avait fini par le regarder comme son enfant, sa création, on pourrait même dire son acquisition. Il était devenu la chair de sa chair, et si elle le gardait, l'entretenait, ce n'était pas seulement parce qu'elle était jalouse de ses talents. Oh! Combien devait la blesser de telles suppositions! Un amour intense se mêlait en elle à la haine, à la jalousie, et au mépris qu'elle éprouvait sans cesse à l'égard de Stepan Trofimovitch. Pendant 22 ans, elle l'entoura de soins, veilla sur lui avec la sollicitude la plus infatigable. Dès que se trouvait en jeu la réputation littéraire, scientifique ou civique de son ami, Barbara Petrovna perdait le sommeil. Elle l'avait inventé, et elle croyait elle-même la première à son invention. Il était pour elle quelque chose comme un rêve. Mais en revanche, elle exigeait beaucoup de lui,
parfois même elle le traitait en esclave. Elle était rancunière à un degré incroyable. 4. Au mois de mai 1855, on apprit à Skvorechniki le décès du lieutenant-général Stavrogin. Sans doute Barbara Petrovna ne pouvait pas regretter beaucoup le défunt, car, depuis 4 ans, les deux époux vivaient séparés l'un de l'autre pour cause d'incompatibilité d'humeur, et la femme servait une pension au mari. En dehors de son traitement, le lieutenant-général ne possédait que 150 âmes. Toute la fortune, y compris le domaine de Skvorechniki, appartenait à Barbara Petrovna, fille unique d'un riche fermier des Boissons. Néanmoins, elle reçut une forte secousse de cet événement imprévu, et se retira tout à fait du monde. Naturellement, Stepan Trofimovitch fut en permanence auprès d'elle. Le printemps déployait toutes ses magnificences, les putiers fleuris remplissaient l'air de leurs parfums, les dernières heures du jour prêtaient à la nature un charme particulièrement poétique. Chaque soir, les deux amis se retrouvaient au jardin, et jusqu'à la tombée de la nuit, assis sous une charmille, ils se confiaient leurs sentiments et leurs idées. Sous l'impression du changement intervenu dans sa destinée, Barbara Petrovna parlait plus que de coutume. Son cœur semblait chercher celui de son ami. Ainsi se passèrent plusieurs soirées. Et une supposition étrange se présenta tout à coup à l'esprit de Stepan Trofimovitch. Cette veuve inconsolable n'a-t-elle pas des vues sur moi? N'attend-elle pas de moi une demande en mariage à l'expiration de son deuil? Pensée cynique, mais plus on est cultivé, plus on est enclin aux pensées de ce genre. Par cela, seul que le développement de l'intelligence permet d'embrasser une plus grande variété de points de vue. En examinant cette conjecture, il la trouva assez vraisemblable et devint songeur. Certes, la fortune est immense, mais le fait est que Barbara Petrovna n'avait rien d'une beauté. C'était une femme grande, jaune, osseuse, dont le visage démesurément allongé offrait quelque analogie avec une tête de cheval. Stepan Trofimovitch hésitait de plus en plus, et souffrait cruellement, de ne pouvoir prendre un parti. 2 fois, même son irrésolution lui arracha des larmes, il pleurait assez facilement. Le soir, sous la charmille, son visage exprimait comme malgré lui, un mélange de tendresse, de moquerie, de fatuité et d'arrogance. Ces jeux de physionomie sont indépendants de la volonté, et ils se remarquent d'autant mieux que l'homme est plus noble. Dieu sait ce qu'il en était au fond, mais il est probable que Stepan Trofimovitch se faisait quelque illusion sur la nature du sentiment né dans l'âme de Barbara Petrovna. Elle n'aurait pas échangé son nom de Stavrogin contre celui de Verkovensky, quelque glorieux que fût ce dernier. Peut-être ne était-ce de sa part qu'un amusement féminin, peut-être obéissait-elle tout bonnement à ce besoin de flirter, si naturel aux dames dans certains cas. Il est à supposer que la veuve ne tarda pas à lire dans le cœur de son ami. Elle ne manquait pas de pénétration, et il était quelquefois fort ingénu. Quoi qu'il en soit, les soirées se passaient comme de coutume. Les causeries étaient toujours aussi poétiques et aussi intéressantes. Un jour, à l'approche de la nuit, après un entretien plein d'animation et de charme, la générale et le précepteur, échangeant une chaleureuse poignée de main, se séparèrent à l'entrée du pavillon, où logeait Stepan Trofimovitch. Chaque été, il transportait ses pénates dans ce petit bâtiment qui faisait presque partie du jardin. Rentré chez lui, il se mit à la fenêtre pour fumer un cigare, mais à peine s'était-il approché de la croisée, qu'un léger bruit le fit soudain tressaillir. Il retourna la tête, et aperçut devant lui Barbara Petrovna. Il n'y avait pas 5 minutes qu'ils s'étaient quittés. Le visage jaune de la générale avait pris une teinte bleuâtre. Un frémissement presque imperceptible agitait ses lèvres serrées. Pendant 10 secondes, elle garda le silence, fixant sur Stepan Trofimovitch un regard d'une dureté implacable, puis de sa bouche sortirent ces quelques mots murmurés rapidement. « Jamais je ne vous pardonnerai cela. » 10 ans plus tard,
Quand il me raconta cette histoire à voix basse et après avoir d'abord fermé les portes, il me dit qu'il était resté pétrifié de stupeur, il avait tellement perdu l'usage de ses sens, qu'il ne vit ni n'entendit Barbara Petrovna quitter la chambre. Comme jamais dans la suite elle ne fit la moindre allusion à cet incident, il fut toujours porté à croire qu'il avait été le jouet d'une hallucination due à un état morbide. Supposition d'autant plus admissible que cette nuit même, il tomba malade et fut souffrant pendant 15 jours, ce qui mit fort à propos un terme aux entrevues dans le jardin. 5. Le costume que Stepan Trofimovitch porta toute sa vie était une invention de Barbara Petrovna. Cette tenue élégante et caractéristique mérite d'être mentionnée. Redingote noire à longs pans, boutonnée presque jusqu'en haut, chapeau mou à large bord, en été c'était un chapeau de paille, cravate de batiste blanche à grands nœuds et à bout flottant, canne à pomme d'argent. Stepan Trofimovitch se rasait la barbe et les moustaches, il laissait tomber sur ses épaules ses cheveux châtains, qui ne commencèrent à blanchir un peu que dans les derniers temps. Jeune, il était, dit-on, extrêmement beau. Dans sa vieillesse, il avait encore, à mon avis, un air assez imposant avec sa haute taille, sa maigreur et sa chevelure mérovingienne. À la vérité, un homme de 53 ans ne peut pas s'appeler un vieillard. Mais par une sorte de coquetterie civique, loin de chercher à se rajeunir, il aurait plus volontiers posé pour le patriarche. Dans les premières années, ou pour mieux dire, durant la première moitié de son existence chez Barbara Petrovna, Stepan Trofimovitch pensait toujours à composer un ouvrage. Plus tard nous l'entendîmes souvent répéter « Mon travail est prêt, mes matériaux sont réunis, et je ne fais rien. Je ne puis me mettre à l'œuvre. » En prononçant ces mots, il inclinait douloureusement sa tête sur sa poitrine. Un tel aveu de son impuissance devait ajouter encore à notre respect pour ce martyr, chez qui la persécution avait tout tué. Vers 1860, Barbara Petrovna, voulant produire son ami sur un théâtre digne de lui, l'emmena à Pétersbourg. Elle-même d'ailleurs désirait se rappeler à l'attention du grand monde, où elle avait vécu autrefois. Ils passèrent un hiver presque entier dans la capitale, mais sans atteindre aucun des résultats espérés. Les anciennes connaissances avec qui Barbara Petrovna essaya de renouer des relations, accueillirent très froidement ses avances, ou même, ne les accueillirent pas du tout. De dépit, la générale se jeta dans les idées nouvelles, elle songea à fonder une revue, et donna des soirées auxquelles elle invita les gens de lettres. En même temps, elle organisa des séances littéraires, destinées à mettre en évidence le talent de Stepan Trofimovitch. Mais hélas, le libéral de 1840 n'était plus dans le mouvement. En vain, pour complaire à la jeune génération, reconnut-il que la religion était un mal, et l'idée de patrie une absurdité ridicule. Ces concessions ne le préservèrent pas d'un fiasco lamentable. Le malheureux conférencier ayant eu l'audace de déclarer qu'il préférait de beaucoup Pouchkine à une paire de bottes, il n'en fallut pas plus pour déchaîner contre lui une véritable tempête de sifflets et de clameurs injurieuses. Bref, on le conspua comme le plus vil des rétrogrades. Sa douleur fut telle en se voyant traité de la sorte, qu'il fondit en larmes avant même d'être descendu de l'estrade. Décidément, il n'y avait rien à faire à Pétersbourg. La générale et son ami revinrent à Skvorechniki. 6. Peu après, Barbara Petrovna envoya Stepan Trofimovitch se reposer à l'étranger. Il partit avec joie. « Là je vais ressusciter » s'écriait-il. « Là je me reprendrai enfin à la science. » Mais dès ses premières lettres, reparut la note désolée. « Mon cœur est brisé » écrivait-il à Barbara Petrovna. « Je ne puis rien oublier. Ici à Berlin, tout me rappelle mon passé, mes premières ivresses et mes premiers tourments. Où est-elle? Où sont-elles maintenant toutes deux? Qu'êtes-vous devenu, ange dont je ne fus jamais digne? Où est mon fils bien-aimé? Enfin moi-même, où suis-je?
Que suis-je devenu, moi jadis fort comme l'acier, inébranlable comme un roc, pour qu'un Andreïev puisse briser mon existence en deux. Etc., etc. Depuis la naissance de Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.